Nomad Citizen Sailing est une famille qui a décidé de larguer les amarres pour vivre différemment à bord d'un voilier. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage autour du monde, mais plutôt de mettre en place une vie parallèle qui prend le temps de découvrir et de profiter. Nous retrouvons aujourd'hui Daniela et Marvin et leur fille Tara, qui a 3 ans en ce début d'hiver 2021, pour faire le point sur ces 2 années de vie à bord de leur voilier. Je suis content de vous retrouver, Nomad Citizen, l'équipage Nomad Citizen, Marvin et Daniela, ça me fait plaisir. Avant qu'on raconte un peu votre histoire, on va d'abord faire un petit point sur où vous en êtes. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est-à-dire, vous êtes où? Là, je vois que vous n'êtes pas sur votre bateau. Et où est le bateau? Et quel est le programme à venir là un peu? Au Nord-Dame. Je commence. Surtout, c'est toi qui portes la chose. Je porte. Donc, on va dire actuellement, je vais parler de ce qui se passe actuellement. Nous sommes actuellement sur l'île de la Réunion, chez la famille de Marvin, parce qu'on attend notre deuxième bébé. Le terme est dans 10 jours. C'est vraiment pas très loin. Maximum. Maximum, c'est ça. Donc, à n'importe quel moment. On est venu ici pour justement pour passer la fin de la grossesse à un endroit agréable durant l'été, pour accueillir le bébé aussi ici avec la famille et voilà. Avec l'aide de la famille et puis le système hospitalier français aussi, c'est important de dire qu'on a choisi de la balance, on va dire, les pour, les contre. Il y avait la famille qui peut nous aider. Là, on est dans un appartement, donc ça permet aussi de nous reposer, de faire un petit break. Le système de santé français, où on va dire que les démarches sont simplifiées parce que, un petit exemple, on a fait toutes les démarches de grossesse entre les Baléares et les Canaries, avec par exemple l'avance des frais, les soucis de communication entre la France et le système espagnol. En Espagne, il y a le public et le privé. Donc voilà, on a choisi clairement la facilité et ce qui va nous permettre de recharger au maximum nos batteries pour pouvoir encore repartir, mieux attaquer la nouvelle saison. Donc, effectivement, on a laissé le bateau aux Canaries. D'accord, ok. Alors, pour que les gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous suivent pas sachent un peu, quel est justement votre projet et, enfin, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Alors, nous, clairement, on a décidé de changer de vie. Donc, en fait, on est en train d'expérimenter un nouveau mode de vie, un nouveau style de vie. Et on veut qu'il soit vraiment différent de ce qu'on a quitté, qui ne nous convenait plus à terre et en France métropolitaine, avec le rythme maison, boulot, dodo. Voilà, on a voulu quitter cette vie-là. La vie, on va dire que tout le monde, soit rêve d'avoir ou qu'on nous conditionne à avoir. Ça veut dire avoir une jolie maison, un beau travail, un travail qu'on aime. Idéalement, une jolie voiture. Moi, j'avais une Harley avant de partir. J'avais pas de voiture, j'avais qu'une moto parce que je pouvais pas avoir les deux, il fallait choisir. J'avais ma Harley. On a travaillé tôt, beaucoup, dur pour avoir toutes ces choses-là. Et en fait, on les a eu tôt, on va dire, par rapport à d'autres personnes ou à notre âge, en tout cas, ce qu'on a eu. On estime qu'on l'a eu tôt et une fois qu'on l'a eu, qu'on a coché les cases, voilà, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a tout ça, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est heureux? Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut changer? Et du coup, on a tout changé. Voilà. Et donc, du coup, on a décidé de vivre cette vie alternative sur un bateau, aussi pour plusieurs raisons. On aurait pu le faire en van, on aurait pu le faire en sac à dos, on aurait pu le faire dans une ferme. d'Airbnb en Airbnb, il y en a qui font ça. Nous, on a choisi le bateau pour plusieurs raisons qu'on développera avec toi plus tard. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on fait pas un tour du monde chronométré dans un sens. On navigue à travers le monde. On a une vie de nomade en bateau et on travaille de manière digitale, nomade digitale, depuis notre bateau ou à terre. Des fois, on va dans des coworking, des fois, on va dans des cafés et on vit comme ça. Donc, on vit, on travaille, on explore le monde, on élève notre et nos enfants de cette manière-là.
Et c'est pour ça que des fois, dans nos vidéos, on a du sailing, donc de la navigation, mais pas que. La navigation, c'est ma passion, pas celle de Daniela. Et ça reste, nous, un moyen de transport et un mode de vie. Un moyen d'amener notre maison aussi Voilà. à des lieux à découvrir, C'est ça. et de découvrir le monde comme ça. C'est ça. Parce que on voulait faire le van, mais le van, ça flotte pas, donc on s'est dit que ça allait être compliqué. Et voilà. D'accord. Et du coup, alors, pourquoi le bateau? Pourquoi vraiment le coup du bateau? Alors, je laisse commencer. Je commence parce que ce n'est pas du tout une passion innée chez moi. Je suis née en Serbie, il n'y a pas de mer, je n'ai pas navigué avant, j'ai le mal de mer, j'ai peur de l'eau. Voilà, pour mettre dans le contexte ce qui se passe. Après, je comprends la passion de Marvin, mais ce qui m'a beaucoup attirée vers cette vie, c'est comment dire, quand on a rénové notre maison, on a essayé de faire un chauffe-eau solaire, de mettre des panneaux solaires, une éolienne, de un peu faire une maison smart, éco-responsable. C'était très compliqué de sortir un peu des sentiers, de quelque chose de sur-mesure. Dès qu'il y avait du sur-mesure, c'était très compliqué pour les ouvriers. Ils disaient c'est impossible. Et là, Marvin commence... mais de manière... Pas du tout dans notre budget. Voilà. Et Marc, il me dit, mais sur le bateau, ça existe déjà. Voilà, il y a tout ça, il y a toutes ces technologies. Il me dit, on peut fabriquer l'eau douce à partir de l'eau salée. Je ne savais même pas que... Un des arguments, quand je t'ai dit qu'on peut fabriquer notre eau douce, qui t'a fait basculer... ouais, c'est tout le truc. Donc, quand j'ai dit oui à ce projet, à la passion de Marvin, malgré un peu la réticence et la peur, c'était vraiment pour se retrouver dans ce style où on respecte la nature, où on essaie d'utiliser une énergie renouvelable, où on réapprend à lire la nature, parce que j'ai perdu totalement le contact. Dans la maison, il pleut pas, il y a du vent, je sais pas moi, Beaufort ou 50 nœuds, ou je sais pas, je connais pas moi. Voilà, je sais que peut-être ça fuit, donc Marv, il faut qu'il mette un peu de Sika pour que la fenêtre soit étanche. Mais là, sur le bateau, je me dis, ça y est, je revis, je sais. J'ai quand même le Sika sur le bateau. Hein. Oui, on a... le Sika, il nous suit. Ça, c'est mon côté. Marv, c'était ça plus beaucoup. Oui, moi, tous les deux, déjà, on a déjà toujours aimé voyager. Donc ça, c'est un acquis. Ensuite, moi, j'ai la passion de la mer parce que j'ai grandi entre la Bretagne et la Réunion. La Réunion, on est entre montagne et mer. Donc, le côté un peu plage, mer, même s'il n'y a pas beaucoup d'activités nautiques à La Réunion, j'ai quand même grandi, même là, on regarde, il y a de l'eau. Déjà, il y avait ça. Et ensuite, j'ai grandi en Bretagne où mon grand-père avait lui, la passion de la mer. Il habite à 5 minutes à pied du port du Moulin Blanc à Brest. Donc, nous, toutes nos vacances scolaires, même pendant des fois l'été, on partait 1 voire 2 mois à Brest et on faisait de tout. Hein. On traînait sur les quais, on faisait des fois avec le bateau. C'était un petit Chris Craft de 7 mètres, mais on pouvait partir au Glénan, à Molène. Quand le bateau et mon grand-père n'étaient pas trop abîmés, on va dire, on est allé jusqu'à Belle-Île, on est remonté. Et donc voilà, tous ces plaisirs-là, vraiment très terre à terre et de manière très rustique, et tous les ans, en famille, on le faisait. Et puis, voilà, ça, c'est quand j'étais jeune. Et ensuite, comme métier, j'ai voulu rentrer dans la marine. Donc, je suis rentré dans la marine en tant que fusilier marin pour avoir et le métier des armes et l'envie de servir et servir sur la mer. Hein. Donc, du coup, c'était cool. Et j'ai vécu ensuite, après m'être engagé dans l'armée, j'ai vécu 6 ans entre Brest et Lorient, donc au gré de mes affectations, et en Afrique aussi, mais sur l'eau, quoi. Donc, j'ai à peu près tout fait sur l'eau, sauf la voile. Au départ, il n'y a qu'à l'école de Mestrance, l'école des sous-officiers de la marine, où on a fait une initiation à la voile, où on a passé le permis hauturier, où on a fait des trucs de navigation. Voilà, mais à la voile, il n'y avait qu'une initiation, et c'est après, en fait, à Montpellier, quand on commence à tourner en rond, que vraiment la voile est venue, parce que au bout d'un moment, quand on savait pas trop
on était un peu mal dans notre vie, mais on ne savait pas trop quoi faire. Donc, j'ai commencé à être bénévole à la SNSM, j'ai commencé la régate en voilier pour remettre les pieds sur l'eau, pour voilà, avoir un petit peu d'adrénaline, de passion, de tout ça. Et on a aussi, un tout petit peu avant, j'avais réussi à négocier avec Dany d'aller habiter sur un bateau. Voilà. Dans l'idée, c'était… voilà, au lieu d'acheter une maison, parce que j'étais contre acheter les maisons, j'avais peur. Pour moi, c'était un non-sens d'acheter une maison. On a un gros crédit sur longtemps, on est enfermé finalement. En plus, la maison n'est pas à nous, elle est à la banque. C'était un peu… bon, regarde, avec le même argent, la même somme pour une maison, regarde le bateau qu'on a, et puis ça peut être génial. Donc, j'ai essayé de lui vendre ça rapidement, et elle m'a dit bon, allez, je te laisse 1 an pour vivre sur un bateau, mais il n'y avait pas de navigation, hein, c'était dans le coin. Mais je te donne, allez, 10 000 euros. Je dis, 10 000 euros, on a rien. Non, ouais, c'est vrai que quand il me disait, ouais, regarde, pour 100 000 euros pour un petit appart à Montpellier, ou même pas un appart, le bateau que tu peux avoir, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai dit, mais 100 000 euros pour un bateau, c'est fou, jamais je peux imaginer ça. Je viens de Serbie, ma maison en Serbie, elle coûte 40 000 euros. Bon, bref, ça a commencé comme ça, et petit à petit, il y a beaucoup de choses qui sont, disons que ces idées, c'était en 2016, 2017, et petit à petit, ça s'est décoincé dans ma tête jusqu'à finalement vraiment acheter ce bateau et partir. Oui, parce que donc, la fin de cette histoire, c'est qu'on a fini par acheter une épave à 600-500 euros, je crois, en Évasion 22. Et c'était notre hobby du moment. On n'avait pas d'enfant, on n'avait qu'un petit chien. Et puis, du coup, on bossait, puis on le retapait. On l'a retapé pendant 4-5 mois. Et ensuite, on s'est dit, bah voilà, avec une petite Évasion 22 qui flotte, on va aller faire une petite croisière, Palavas, Marseille, Palavas en 1 semaine. Ça s'est super bien passé. Et du coup, voilà, de là, on a eu un enfant. Et l'enfant, ça a été… je vais vite, sinon on est là pendant 3 heures. Hein. L'enfant, ça a été l'élément déclencheur de cette… pour aller encore plus loin dans ce sens-là après. Voilà, et du coup… voilà. Et alors, du coup, vous avez acheté votre bateau, c'était quand alors? Alors, le gros, notre maison flottante. Il y a 2 ans, pile poil. Il y a 2 ans, bah oui, on est en octobre. 2019. Ouais. Non, enfin, on habite sur le bateau début octobre 2019. On est resté 1 mois à quai à la Grande Motte pour préparer un tout petit peu. Et en fait, on s'est dit en novembre, allons au chaud, le chauffage, l'humidité, c'était pas très agréable. Le travail, bon, je ne sais pas si on en parlera, de Marvin, il était déjà prêt pour être digitalisé et être amené juste par une connexion Internet avec le bateau n'importe où. Et voilà, début novembre, on est parti, on a cherché un peu on a cherché un endroit où on peut être en t-shirt en décembre. Et le gros bateau, donc on l'a… en fait, on a créé ce projet-là sur un peu un coup de tête… comme on se cherchait avec un dîner en famille avec mon oncle qui est plus jeune que moi, avec qui on était tous les étés et toutes les vacances scolaires quasiment sur le bateau avec mon grand-père. On a 2-3 ans d'écart, donc c'était notre petite bande d'enfants sur les quais là, à l'île de Sein, là, à faire des bêtises. Il est venu manger sur Montpellier, on venait juste d'avoir Tara, et lui il nous annonce que ça y est, il quitte sa vie parisienne, la mer ça le manque trop, il va partir avec sa copine du moment aux Antilles. Là-bas, il va travailler, il va s'acheter un petit bateau et puis il va découvrir les Antilles. C'est son projet de vie. Et nous, en fait, on a un déclic comme ça. Bon, je pense qu'on était peut-être un peu sous d'ailleurs. Je ne sais pas, il y avait peut-être quelques bières. Non, mais quand il a dit, mais imaginez, mais même moi, il m'a dit, imaginez Martinique, l'eau turquoise avec un voilier. Et ça, c'est rentré dans nos cerveaux et c'était fini. À partir de ce moment-là, on est rentré, on a dit, on va tout faire pour se retrouver avec lui. En Martinique. Normalement, c'était début 2022 en Martinique avec le bateau. Et on a noté ça sur un tableau. C'était encore du coup en 2018, été 2018. C'était super loin. Mais on a dit, on va l'écrire l'objectif. Comme ça, vraiment, nos actions vont nous amener vers ça. Et de là, tout s'est un peu goupillé. On devait partir plus tard que 2019 parce qu'on pensait qu'on n'allait absolument pas être prêt, on n'allait pas vendre la maison, on n'allait pas avoir le bateau. Et en fait,
C'est bien goupillé. Ouais. Ouais. En fait, à partir du moment où on l'avait en tête, on l'a écrit, comme disait Dany, puis on a tout fait pour que ça réussisse. Et puis, ça s'est bien goupillé. Après, on n'a pas trop tergiversé. On s'est dit, bon, OK, on veut le rejoindre en Martinique. Nous, voilà, c'était acheter un bateau et le rejoindre en Martinique. Comment ça se passe? Et là, on a commencé à regarder, à chercher tout ça. Moi, j'ai tapé Tour du monde sur YouTube. Je suis tombé sur la famille Tivano qui ont fait ça. Et nous, on a regardé la famille Tivano et moi, je me suis projeté. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, en fait. C'est vrai que la première fois que j'ai vu des enfants avec une famille, pour moi, c'était traverser l'océan. Déjà, c'est impossible. Marie me dit ça il y a 5 ans. Je lui dis, mais t'es totalement fou, mais jamais, c'est possible. Il me dit, mais en fait, il y a 300 familles tous les ans qui partent comme ça, c'est normal. Oui, parce qu'après, quand on commence à regarder… Et de plus, on regardait, de plus, on se disait, en fait, c'est plus dangereux de prendre la voiture et de rouler, je ne sais pas, 130, Toulouse, Montpellier, que de traverser l'océan si on a tout bien préparé. Et du coup, nous, voilà, vraiment, c'est marquant parce que la famille Tivano, ça a construit notre projet en disant, OK, voilà à peu près comment ça se passe. Et ensuite, on a regardé d'autres vidéos. Puis à la fin, on a arrêté de regarder des vidéos, en fait, après Tivano. C'est vrai, on s'est dit, il faut qu'on y soit. Regarder des vidéos, on veut le faire. Ouais. Donc, on a arrêté. On a dit, les prochaines vidéos qu'on regarde, c'est celles qu'on fera. Presque, c'était trop douloureux. Ouais, c'était au lieu de rêver le soir de ça, en fait, le soir, on faisait les annonces, du bateau, on appelait qui on pouvait pour vendre nos maisons. On a tout vendu. On s'est dit, voilà, tout ce qu'on ne veut pas amener sur le bateau, qu'on ne peut pas, on va le vendre. Et voilà comment ça s'est fait, quoi. Et alors, comment vous avez choisi votre bateau? Comment vous avez… Coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Alors, bateau, c'était le budget. En fait, le budget, on a décidé de tout vendre et on s'est dit, OK, Daniela, tu vas en parler après, elle devait arrêter de travailler parce qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle faisait sur le bateau. Donc, on s'est dit, oui, on va diminuer nos revenus par 3. On va avoir un tiers de ce qu'on a parce que Marvin va continuer à travailler. Et on s'est dit, dans ça… Mon travail, du coup, c'était un tiers des revenus de la famille. Oui, bon, c'est comme ça. Il faut… Non, mais voilà. Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est que ça nous suffit et même on est plus heureux. Donc, on s'est dit, on va budgétiser tout dans le 1 tiers et nos dépenses, donc la maison, elle était tant, le bateau, il faut qu'il soit en dessous de tant de mensualité pour qu'on puisse rentrer. Donc, on s'est dit… Et notre bateau, on l'a pris sur crédit, on le rembourse tous les mois. Hein. C'est pour ça qu'on doit travailler non-stop. Ce n'est pas un tour du monde où on a mis de côté, je ne sais pas, tant pendant 10 ans et on va vite tout voir. C'est vraiment le style de vie. Au départ, on avait un budget dans les 80. On s'est dit… Ouais, notre rêve, c'était 80 000 tout équipé. Ouais. Ce qui c'est pas… on n'a pas trouvé. Non. En fait, on a trouvé un bateau, par exemple. Comment ça s'est fait le choix du bateau? C'est on a un budget mensuel à louer par mois qu'on pense pouvoir tenir. Trouvons un bateau dans ce budget-là. Et ensuite, on a rajouté des petits critères. Il y avait des critères. Le premier critère, c'était de se sentir bien. Je voulais au moins un 12 mètres, pour que ce soit un peu sécuritaire en traversée. Aussi, on voulait un peu de place aussi parce qu'on avait déjà l'enfant, on savait qu'il fallait de la place et on savait déjà qu'on voulait faire un deuxième enfant. Donc, on voulait pas non plus changer de bateau tous les ans. Et on voulait partir sur quelque chose sur plusieurs années. Donc, dès le départ, on cherchait un minimum de confort pour une famille de 4. Donc, 12 mètres, c'était le minimum. Et Dany, elle avait… Moi, je n'étais pas contre. Hein. On voulait aussi la double barre, pose de barre en double à l'arrière. Le truc de femme, esthétique. Mais c'est aussi pour la place à vivre derrière. Au départ, on ne l'a pas trouvé. Donc, on a fait plein de petits… beaucoup de visites. Le critère aussi, c'était de l'avoir proche de Montpellier parce que je continuais à travailler. Daniela continue à travailler. Et si possible, au départ, avec une place de port. C'est ça. Et l'idée, c'était d'emménager sur le bateau. De le préparer, nous de continuer à travailler jusqu'au dernier moment et ensuite de partir. Et donc, du coup, on a visité plein de bateaux dans la région et à chaque fois, il y avait un petit truc.
soit c'était trop cher, soit c'était C'est pas vrai ça qu'on qui a paye. visité des bateaux plus jeunes, plus vieux, Des vraiment, petites tailles, grandes tailles. vraiment pour Ouais. commencer à sentir ce qui nous plaît, ce qu'on voulait. Et il y en avait un qui était vraiment à 90% dans les critères, dans la taille, surtout dans l'équipement. Il y avait déjà le dessal, il y avait la trinquette sur enrouleur, il y avait le codé, il y avait vraiment… Voilà, là, avec celui-là, on aurait pu partir, on avait quasiment traverser signé, direct. on s'était projeté, même si ce n'était pas l'idéal parce qu'il était un peu vieux. Voilà. Il n'était pas non plus… Les côtés négatifs étaient dans le confort et dans le… Si on devait imaginer la vie au mouillage, la vie de tous les jours avec une famille, ce n'était pas l'idéal. Pour la navigation, il était extra, mais avec un enfant de 18 mois, parce que Tara avait 18 mois à ce moment-là, un deuxième qui allait sûrement arriver, on s'est dit, il y avait 4 cabines, je crois, une cabine entièrement consacrée au désalinisateur et des mini-cabines. On s'est dit, de toute façon, on va les transformer pour du stockage. Donc, il nous reste 2 petites cabines, mais c'est pas… On avait un plancher flottant, pas trop stable aussi. Moi, j'avais peur de passer à travers avec mes 95 kilos. Il y avait des petits trucs. Mais bon, on était prêt à signer parce que c'était le meilleur compromis qu'on avait trouvé parmi tout ce qu'on avait trouvé. C'était quel modèle? C'était quoi comme modèle? Je crois que c'était un Sunfast 44. Je ne sais plus. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Okay. Ouais, je peux le retrouver. Mais c'était un bateau plus marin que ce qu'on a actuellement. Nous, notre bateau, on l'adore, mais pour nous, ça reste un bateau de kéké du sud-ouest, du sud-est. Enfin, c'est pas… C'est pas péjoratif, mais c'est pour en rire un petit peu. C'est vrai que maintenant, quand on croise d'autres bateaux, on se dit, tiens, celui-là, ou un Amel, ou j'en sais rien. Il y a des bateaux de grand voyage. Le cockpit, il est bien protégé. On ne peut pas juste comme ça tomber. La passerelle, je ne sais pas, autour, elle est un peu plus large pour aller devant. C'est un peu plus… Enfin, c'est vrai que le nôtre, il n'est pas à 100% pratique. Oui, mais de toute façon, il n'est pas non plus vendu comme ça. Non. Et on l'a pris aussi pour la vie au mouillage. Et on s'est dit, bon, bref, donc comment on l'a pris moi, j'ai travaillé en tant que chirurgien dentiste. J'ai un patient qui m'appelle. C'est la seule personne presque à qui j'ai dévoilé un peu le projet parce qu'il travaillait avec les bateaux, il est broker. Il me dit, j'ai ce qu'il te faut. Voilà, c'est sûr que tu vas prendre celui-là. J'ai dit, mais Bruno, jamais enfin, voilà, c'est pas sûr. Déjà, on a presque trouvé un. Je voulais pas qu'il soit déçu. On a presque signé. Je peux pas, envers l'autre personne non plus, changer d'avis comme ça. On va venir le voir, voilà, pour te faire plaisir presque. Et puis, bon, je suis curieuse, mais sache qu'il y a peu de chances qu'on change d'avis. Il était à la limite de notre budget. Ouais, il était un peu plus cher, moins bien équipé, plus cher. On s'est dit, mais c'est la folie, on ne va pas se lancer dans ça. Et finalement… Et ça nous a travaillé quelques semaines. Et finalement, sur la route pour aller le voir, je me souviens, je dis à Dani, j'espère qu'on ne va pas l'aimer parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis, on le visite. Et oh mon Dieu, ceux qui ont déjà vu soit notre bateau, soit un Beneteau Oceanis 47.3, c'est quand même pas… Enfin, nous, on est tombé amoureux dès qu'on est monté dessus, déjà à l'extérieur. Après, on est descendu à l'intérieur. On a fait, oh mon Dieu. Par rapport à tout ce qu'on avait vu, on va dire les 10 bateaux qu'on avait visités avant, il n'y avait pas photo. Et de là… Et puis, la version propriétaire, la cabine avant. Et on s'est dit, OK, là, on peut vivre dessus plusieurs années. On sera bien. Et on s'est dit, comme on a une bonne base dans l'architecture, il était sain, il était super bien préservé. Première main, le propriétaire, il couvrait tout. Les coussins, ils sont nickel. Le bois, il est nickel. L'acajou, magnifique. Là, mon Dieu. Donc, du coup, on se dit, bon, la base, elle est magnifique. Si on doit rajouter une trinquette, ça, c'est plus facile voilà, de l'équiper, les panneaux solaires, le dessal. Ça, c'est des choses qu'on peut rajouter au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'avoir tout au départ. L'idéal serait d'avoir tout peut-être déjà aux Antilles. Du coup, on est quand même parti avec rien au départ. Mais ça n'empêche pas, en fait. D'accord. Et alors justement,
on y vient. Vous avez fait quoi pour améliorer parce qu'au début, donc c'est un bateau j'allais dire standard, de catalogue entre guillemets, et Ça, voilà, de catalogue. ou de croisière côtière, enfin de croisière. Ouais, c'est des courte. des trucs de semaine par-ci par-là, mais ouais, Kéké du Sud, comme j'appelle aussi. Et donc, j'en suis bien, pas de souci, j'assume. Et concrètement, donc aujourd'hui, vous avez fait quoi pour le transformer en bateau de voyage? Les grands changements, c'est quoi? On a mis du temps déjà de savoir ce qu'on voulait, qu'est-ce qui existait aussi et qu'est-ce qu'on pouvait avoir, tout ça. Donc, au bout de 1 an et demi, on a décidé de faire un stop de plusieurs mois et on a fait ça sur un chantier au Portugal. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a disons qu'au départ, quand on est parti, c'était la course. Donc, on a tout vendu, on a acheté le bateau, on a resté 2 jours chez des amis et puis on est passé de la maison au bateau. On a vécu 1 mois sur le bateau et là, c'était les premiers réglages, les premiers trucs. On était au port à la Grande Motte, donc c'était chauffage, c'était au mois d'octobre. Voilà, ça allait. Ensuite, on a levé l'ancre, on est parti. On s'est rendu compte que la chaîne, elle n'est pas top, l'ancre, elle n'est pas top. Mais... On est parti et notre premier mouillage, c'était à Collioure. Début novembre, il n'y avait personne, on était tout seul. Et par exemple, c'est au premier mouillage, on a jeté l'ancre et là, on a vu que l'ancre, par exemple, a été toute bouffée, à remplacer d'urgence. Et en fait, pendant 1 an et demi, on a appris à connaître le bateau, on a appris à avoir notre besoin, on a appris à se régler sur l'eau, on a appris à voir que tenir une chaîne YouTube aussi sur le bateau, ça demande une consommation d'énergie que là, le bateau ne pouvait pas fournir. Et voilà, au bout d'1 an et demi, on a fait notre liste de comment améliorer le bateau. Là, au jour d'aujourd'hui, on a mis des panneaux solaires plus puissants. On a fait une installation électrique adaptée à nos batteries lithium, parce qu'on a basculé sur lithium. On a fait une installation, par contre, par rapport à nos besoins, c'est une installation qui peut être même trop grosse si on n'avait pas besoin de travailler autant sur les ordi. En fait, nous, on a besoin de 4-5 heures, voire plus, des fois de 220 par jour. Donc voilà. Donc on a créé un système électrique qui correspond à nos besoins, batterie au lithium et panneaux solaires, qui aide aussi au fonctionnement du tout venant sur le bateau. Donc ça, c'est cool. L'électronique à bord était déjà en place. C'est un électronique filaire et c'est du BNG et on n'a rien touché à l'électronique, on répare juste les pannes. Ensuite, on a installé un désalinisateur qu'on ne devait pas faire au départ. On a décidé parce qu'on a quand même beaucoup de réserves d'eau et on fait facilement 15 jours à 3 avec les réservoirs pleins. On s'est dit, c'est quand même assez bien. Sauf que quand le Covid a commencé, on était coincé avec le confinement à Cadix. Les ports nous ont refusé. En fait, on n'était pas prêts parce que ça s'est fait tellement vite et pendant un week-end que dimanche soir, on était là, qu'est-ce qu'on fait ? Et lundi, les ports nous ont dit non, il y a une maladie extra grave, machin, tout est fermé, vous êtes en Espagne, aucun port vous acceptera. Et nous, on est à l'ancre dans la rivière Guadalquivir en train de chasser, il pleut et on n'a plus d'eau et on a un bébé de presque 2 ans. On s'est dit, mais OK, la prochaine chose qu'on va faire, c'est des salles. Parce que moi, je ne veux plus jamais me retrouver avec 50 litres d'eau à rationner, à ne pas savoir quand est-ce qu'un port va nous accepter. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. C'était, on a réfléchi en mode survivaliste. OK, la prochaine fois que ça arrive, on aura. Il faut qu'on puisse allumer le dessal. En électricité, pas en nourriture, parce que je ne ramène pas de poisson quand je chasse, mais... on trouvera comment faire. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion autour de ça. Donc, le dessal. Après, quoi d'autre ? On a rajouté un enrouleur de trinquette et on va mettre une trinquette sur un enrouleur. Là, c'est purement manœuvre en solo, en famille, facilement. Parce que... Et c'est vrai qu'on avait un SPI au départ qui était vendu avec le bateau. Mais pour l'ancien mât. Pour l'ancien, alors parce que le mât a été changé, donc le SPI c'était pour l'ancien mât, donc le mât performance, ça n'allait plus du tout avec
le SPI. Et puis, c'était trop compliqué des fois de tangonner parce que Marv, il fait les manœuvres tout seul. Ouais, quasiment. Donc là, dans l'amélioration aussi des manœuvres et pour que quand je m'occupe de 1 ou 2 enfants ou je fais la cuisine ou j'ai le mal de mer, Marv puisse gérer. On a aussi un code D maintenant. Donc, code D, trinquette. Qu'on utilise beaucoup. Ah oui, ça, c'est tout le temps. Et quoi d'autre C'est ça, on a choisi d'allure. d'installer un régulateur d'allure à force de croiser des Anglais qui nous disaient mais pourquoi les bateaux sous pavillon français, vous n'avez pas de régulateur d'allure et effectivement, ils ont souvent les pavillons même hollandais du Nord. ou anglais, eux, ils ont sur le voyage beaucoup de régulateurs d'allure. Alors, soit la marque qu'on a, soit d'autres trucs, il y a plein de modèles. Et en fait, je ne connaissais pas, moi. Donc, du coup, à force de recherche… C'est vrai que le pilote à Gibraltar nous a fait un 360 d'un coup comme ça. On a eu des soucis de pilote. On a totalement flippé. On s'est dit, bon, il faut peut-être quand même un jour avoir… Mais sur le pilote, c'est de l'électronique. C'est de l'électronique. C'est pas est-ce qu'il va tomber en panne, c'est quand il va tomber en panne, le pilote. On a déjà eu des pannes électroniques. Même là, juste avant d'aller aux Canaries, on a repoussé en fait, c'est 2 fois à Gibraltar. Ouais. Il y a un truc là-bas. On a repoussé le départ de 24 heures de notre traversée Gibraltar-Canaries parce que 5 minutes après avoir quitté le port de la Lina, tout l'électronique s'est éteint. Il n'y avait plus rien qui marchait. C'était à l'ancienne. Il n'y avait plus rien. Donc, du coup, il a fallu faire demi-tour et on a passé une journée à trouver la panne. Et en fait, ça, c'était… on avait quand même… Enfin, ça arrivait là récemment. Mais la réflexion de l'électronique, ça va tomber en panne, on l'a eu il y a longtemps. Et on a eu une petite alerte, justement, sur la traversée du golfe de Cadix. J'avais mal rangé un truc dans la cabine de Tara où il y a tous les coupes-circuits. Et ça a fait couper le circuit, tu te rappelles, en pleine nave, ça a fait couper le circuit du bateau. Sur une vague, ça a bougé et ça a coupé l'électronique. Et donc, plus de pilote, plus de barre, plus rien. Le bateau qui part dans tous les sens. Et surtout, on a eu peur, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est cassé, quoi. Du coup, en urgence, un peu dans le jus, trouver ce qui se passe pendant que Dany tient la barre. Et bon, c'était simple. J'ai remis le jus et voilà. Et là, je commence à me dire, je veux être capable de naviguer sans électronique. Girouette, régulateur d'allure, vraiment à l'ancienne, mais en cas de secours. Et l'idée de l'hydrovan, c'est ça. C'est que si j'ai une panne électronique, je n'ai pas besoin de pilote. Je verrouille ma barre, j'ai mon régulateur. C'est aussi un safran de secours. Si j'ai un problème de barre, j'ai une double barre reliée par câble. On était content quand au Portugal, on a entendu les orques et tout ça. On s'est dit… Pour le truc d'orque, je me suis dit, on ne met pas l'hydrovan, on se laisse bouffer notre safran. Enfin, au pire, et si pourra notre manœuvrer. Safran est bouffé et que les orques partent, je peux remettre mon hydrovan et on peut manœuvrer. Et donc, l'hydrovan, voilà. Le choix, il est fait pour ça. Girouette, hydrovan… et après, il faut que je progresse sur… Après, la casse-tête pour mettre tout à l'arrière du bateau entre l'hydrovan, les panneaux solaires, les daviers les bossoirs pour l'annexe, les panneaux solaires, une barre de traction, pas oublier, très importante, à tout mettre dedans. On a réussi, je ne sais pas comment, et tout fonctionne super bien. La personne qui a fait l'inox, c'était un jeune, il était vachement bon. Il était extraordinaire, ouais. Et dernier truc, l'annexe semi-rigide, parce que pendant un an et demi, on a eu une vieille annexe du bateau, les pieds mouillés. Les pieds mouillés, que tout le monde connaît. Et à regarder à chaque fois ceux qui avaient des annexes. Et puis… c'est vrai on était motivé à la dégonfler des fois, à regonfler, à la plier. C'est un peu chiant sur le long terme, parce que c'est quand on est au mouillage, on l'utilise 3 fois par jour. Hein. Aller faire les courses, aller balader Tara, aller faire notre sport, aller visiter, aller pêcher à la traîne. Enfin, on l'utilise tout le temps et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et puis, on a découvert la magie des doubles planchers. C'est-à-dire que même quand il y a de l'eau dans l'annexe, il n'y a pas d'eau. Donc, voilà les améliorations au bout d'un an et demi qu'on a choisi de faire. Et Dany… une petite machine on a mis une petite machine à laver aussi. Ouais.
Et alors, tout à l'heure, vous citiez les Tivano là, qui racontaient Oui. leur voyage. Et justement, les Tivano, dans leur histoire, dans leur façon de raconter, c'est qu'ils ne racontaient pas toujours les belles choses, ils racontaient aussi les galères, notamment. Ouais, oui. Une Charlotte, elle fois où raconte. ils ont tapé, je me souviens en Portugal, ils ont talonné Ouais, et ils l'ont filmé, ouais, c'est vrai. ils ont perdu leur Exactement. dérive aussi. Ils racontent les galères. Et Oui. est-ce que cette vie qu'on vit à bord d'un bateau, est-ce qu'elle est toujours aussi idyllique qu'on l'imagine, ou est-ce qu'il y a aussi des moments et quelle est la proportion de vie idyllique ou de vie de galère Alors juste, elle est, comment dire, pour moi, elle est enfin, en majorité, elle est idyllique quand même. Mais si on revient au filmage, juste rapidement, les choses difficiles, c'est très difficile de filmer. Souvent, quand un pépin arrive, bah, moi, clairement, je vais être concentrée sur le pépin ou concentrée sur Tara pour être avec elle à 100%. Pendant que Marv est avec le pépin, je ne vais pas prendre la caméra. Donc, On essaye, hein, mais ouais. on progresse là-dessus. Clairement, c'est difficile de montrer tous les côtés tout le temps. Des fois, on y arrive et on arrive de plus en plus. Mais globalement, le côté positif, il est quand même beaucoup plus présent. Et c'est pour ça aussi, on veut continuer, on ne veut plus jamais arrêter. Moi, je vais nuancer, c'est qu'il faut aussi se créer le positif. Il faut agir pour diminuer le négatif. Il faut savoir le reconnaître. En fait, il faut s'adapter et gérer ça. Il y a aussi un effet surprise parce que ce qu'on pensait être neutre, par exemple, bah pour nous, c'est très négatif. Ou ce qu'on pensait très positif, bah finalement, c'est pas si positif. Donc, en fait, c'est pas pareil pour tout le monde. Et voilà. Il faut s'adapter. Chacun doit trouver sa formule. Il faut aussi apprendre à se connaître sur le bateau parce qu'on n'est pas tous pareils. Oui, pareil, hein. Et voilà, on cherche pas la même chose. Donc, il y a de tout comme dans la vie. Il faut juste voilà. Ouais, et en fait, on se rend compte dès qu'on croise des gens de toutes les nationalités que chacun aime des choses, chacun n'aime pas des choses. Nous, il y a un mouillage rouleur à un certain moment. Je supporte moins les mouillages rouleurs que Daniela, par exemple. Daniela a plus d'endurance sur un mouillage rouleur que moi. Et donc, 2 fois, je crois, c'est moi qui ai dit hey, stop, ça m'agace, on change. Et en fait, je pense qu'il faut s'adapter. Si ça ne convient pas, il ne faut pas forcer. Depuis les Baléares et Formentera, on s'est dit on donne une chance, mais pas 2 à un endroit. C'est notre règle. Et c'est ça, en fait. Pardon. Reste du Covid. Pardon. Donc, on en était où Oui. Non, ce n'est pas idyllique. Ce qui est présent sur YouTube et dans la majorité des cas, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. C'est qu'on arrive à créer du contenu de qualité quand tout va bien. Quand tout va mal, il faut être super bon pour filmer. Et il n'y a que, on va dire, depuis 6 mois qu'on arrive à filmer quand ça ne va pas, ou qu'on a ce réflexe-là, parce qu'on a progressé dans la navigation, on a progressé, nous, à bord, parce qu'on connaît un peu les zones. Des fois, quand ça fait le 3e fois qu'on passe par là, on peut relâcher un peu la pression. Donc, on essaye de montrer, nous, et en plus, on a cette volonté-là, on ne veut pas arnaquer un peu les gens. On veut montrer tous les aspects parce qu'on a été un peu surpris et nous, on l'a vécu. Des gens qui partent avec l'idée mentale qui se sont fait du truc et aux premières galères qui déchantent. Et ça, il faut être prêt. Et des fois, les gens se font surprendre trop fort et trop vite. Et moralement, il n'y a pas de retour. Ça chute. Et on a vu des gens arrêter. Hein. On voit des gens arrêter, des gens qui renoncent à la transatlantique. On voit des gens arrêter parce que ça s'est mal passé en Méditerranée. On voit des gens, plein de versions où des gens beaucoup doutaient. Et en fait, voilà, il faut s'inspirer de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en gardant en tête qu'il faudrait créer sa propre version et être à l'aise dans que les réseaux sociaux, c'est clairement pas la vraie vie. Hein, oui, non, clairement. C'est un exemple. Et en fait, en regardant 30 exemples différents de plusieurs pays différents, on peut se faire une idée. Et ensuite, nous, par exemple, si on peut dire ça, c'est que chaque situation qu'on vit, on se retrouve un petit peu dans chaque exemple qu'on a vu. Par exemple, si on prend
ce qu'on a essayé de trouver comme info avant de partir, il y avait quoi? Il y avait Tivano, il y avait Calispera, je crois, qui passait sur bateau.com. Et on se retrouve un peu dans des situations comme ça. Nous, clairement, quand on nous a dit notre gréement, il est fissuré, il faut le changer, on s'est retrouvé. C'est vrai qu'on a fait ça aussi. Ouais, exactement dans la même configuration que, par exemple, que Calispera, qui a pété son gréement au début de Transat et qui a galéré aux Canaries à changer son gréement. Et en fait, le fait de les avoir vus, eux, et déjà, on savait que ça pouvait arriver. Quand ça arrivait, on s'est dit, on est dans la même galère qu'eux. Et et là, on s'est dit, OK, on souffle, on prend le temps. Ça arrive. Et comme en fait, dès le début, on ne s'est pas donné un temps. Clairement, si on s'était donné 12 mois pour faire un tour du monde, on n'aurait pas réussi. Et on aurait abandonné. Pas abandonné, mais on n'aurait pas pu le faire, que ce soit financièrement, que ce soit dans le temps, ou on se serait séparés, même on serait en mentalement, dépression. On n'aurait pas eu assez de Non. repos. Donc clairement, voilà. C'est ça. Voilà. On espère avoir répondu à la question. Ouais. Nous, on parle beaucoup, il faut faire attention. Et alors, du coup, est-ce qu'il y aurait un conseil qu'on pourrait donner aux candidats au départ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter ou dont il faut se méfier? Je pense qu'il faut éviter de faire un plan trop précis et s'enfermer trop dans quelque chose qui va forcément changer. Tous les marins le savent. Hein. Il y a le plan A et puis il y a tous les autres plans. Et le vrai conseil, depuis le Covid aussi, c'est s'adapter pour dominer la situation. C'est-à-dire s'adapter. Si le tour du monde en un an n'est pas possible, tout de suite changer pour le faire en 2 ans, avec des pauses à terre. Si on n'a pas assez d'argent, revenir bosser en France 6 mois. Et en fait, il y a plein de rythmes, il y a plein de manières de le financer, ce tour du monde ou ce style de vie. Ou juste de vivre comme ça et de travailler en vivant comme ça. Il y a aussi plein de manières de faire. Non, c'est vraiment s'adapter pour dominer un peu chacun trouve ce qui lui correspond, parce que ça ne sera jamais quelque chose qui nous correspond à nous deux. Nous, même le plus idyllique des voyages de quelqu'un d'autre ne nous correspondra pas. Donc, s'adapter. Et aussi, pour moi, il faut partir, parce que sans ce départ, on peut se préparer, on peut imaginer des choses. Ça ne sera pas comme ça. Moi, j'ai fait une fac dentaire, j'ai changé de pays, je parle plusieurs langues, j'ai fait énormément de choses dans ma vie avant. Je crois que jamais quelque chose m'a autant changé que ce voyage. C'est incroyable. Alors qu'on n'a rien fait encore. On a fait, je veux dire, on n'a pas fait de transat. La transat, elle est prévue pour janvier. Donc, pour nous, on est conscient aussi que pour l'instant, on n'a rien fait. Pour l'instant, ouais. On est des bébés. Mais ça nous a déjà changé. On a déjà on a déjà fait une grosse liste de ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et en fait, l'idée, c'est… Même on a évolué. Moi, je sens, j'ai l'impression, c'est un truc de fou, ce style de vie. On se retrouve, on est obligé d'être seul, on est obligé d'être avec les vagues. On ne peut pas toujours… se disperser avec, on allume la télé, on est obligé d'être centré sur nous, d'être centré sur l'autre. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a tellement de points positifs, je pourrais en parler. Et puis la sensation, dès qu'on a fini, en fait, que ce soit le travail, de prendre soin du bateau et tout ça, de se mettre allongé à l'arrière du bateau, que ce soit au mouillage ou dans un port, et de se laisser bercer, ça se retrouve pas dans la vie, la vie qu'on a. Ça me manque là du coup. on va déprimer. Et vivre ça avec des enfants, c'est aussi très important. Enfin, avec Tara notamment pour l'instant. Ouais. Tara est au centre de nos réflexions constamment. Si jamais un jour elle dit « Maman, je déteste le bateau », sauf si elle le dit à 15 ans, on va lui dire « Ok, d'accord, enfin, merci, tu vas en pension et nous, on va… » on s'adapte. Vraiment, on veut respecter son rythme, un peu ses envies. Il faut voilà. Mais ce qu'on trouvait dans la vie d'avant, qu'on a quitté, qu'on n'aimait pas, c'était qu'elle était élevée par d'autres. On ne la voyait pas… On travaillait de 9h à 18h.
tous les jours. Donc, on la récupère à la crèche. C'était bain, biberon, bouffe ou peu importe, dodo. Le moment de la journée le plus fatigué, pas créatif, pas de moment ensemble. Donc, il y en a un qui, vite, il fait la cuisine, l'autre, il fait le ménage, le troisième, il donne le... Non, on n'était que tous les deux. Mais en fait... ouais, non, c'est moi qui faisais tout, en fait. Je rigole. Et à se dire que on a un enfant, c'est le fruit de notre amour, on veut avoir une famille, même minimum 2 enfants, on veut passer du temps avec eux, on veut leur montrer un exemple, on veut créer des souvenirs. Et ben, on ne faisait pas ça dans la vie d'avant, c'était toujours travailler, et quelqu'un d'autre avec l'enfant, on la récupère le soir. Donc, c'était aussi finalement une surprise et même un choc quand on s'est retrouvé avec elle à 18 mois à 100%. On s'est dit, comment on fait ? Mais c'est ça d'avoir un enfant au bout de 18 mois. Et encore, on l'a fait tôt parce que je pense qu'il y en a à qui ça arrive quand l'enfant est adolescent. Justement, ça doit être des fois très compliqué. Parce que je veux dire, par rapport à l'enfant qui fait sa crise d'adolescence. Oui, qu'on ne se connaît pas. C'est qui cette personne ? Je ne l'ai pas assez vue. Et donc, on a appris à fonctionner ensemble et c'est juste non, c'est incroyable. C'est vraiment bien, franchement. On la voit, on la voit tout le temps, on voit tous les petits progrès. Bah, moi, je vois mes souvenirs de jeunesse que j'ai à travers la Bretagne et c'est que sur les grandes vacances scolaires ou ponctuellement sur les petites vacances. C'est des souvenirs de... Enfin, je veux dire, quand il y a les parents qui sont... on est à l'île de Sein, il y a les parents et le grand-père qui sont en train de soit prendre l'apéro, soit manger. Et nous, on est sur le ponton en train de jouer, sauter dans l'eau. C'est des souvenirs de fou. Ou au Glénan, des trucs comme ça. Et on le faisait... là, Tara, elle le fait tout le temps. Mais même si on n'est pas tout le temps en train de s'amuser, des fois, des fois la vie, elle n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps aller à la plage bronzer. Mais c'est cool. Mais en fait, on a juste, dans ce style de vie, il faut dire, on a lissé les vacances et le travail. Ouais. On n'a plus un travail acharné, 3 mois à fond, presque je suis malade, je ne vois pas le soleil, je mange mal, c'est pas grave, j'aurai 3 semaines de vacances ou 1 semaine de vacances, peu importe. Et pendant 1 semaine de vacances, il y a tout qui sort, on va picoler, on va juste tout faire, tout voir en même temps, même trop de trucs. On a un coup tout à l'heure, là. Et donc... en fait, du coup, c'est toujours un peu plaisir, un peu travail pour notre santé à travers le sport ou à travers une bonne cuisine. Et de lundi au dimanche, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, tout est plus équilibré. Et du coup, pour moi, ça me paraît beaucoup plus sain parce que on n'est jamais trop fatigué, on n'est jamais trop stressé, on reste dans un juste milieu. Et puis... il y a une notion aussi qui est importante chez nous, il y a l'enfant, il y a tout ça, ça a été vite, je fais une parenthèse par rapport à Tara, mais ça a été ne pas attendre d'être à la retraite pour profiter de la vie. Je veux dire, on est tous un peu concernés, moi le premier, hein, je veux dire le nombre de proches qui sont décédés de cancer, de maladies à 40, 50, 60 ans. Moi, on me dit, travaille comme un acharné jusqu'à 65 ans et tu profiteras de la vie. Là, quand je fais du bateau maintenant, je suis content d'avoir 35 balais, non pas encore, presque 35 balais, d'être en forme. Je me fais aussi plaisir sur mon bateau. Hein. Des fois, moi, je fais mes régates sur le bateau. Dani, elle me dit de relâcher un coup. Je cherche le réglage, j'envoie, je teste des trucs. Je fais mes séances de sport sur le bateau. Et je prends du plaisir parce que mon corps, il est réactif, il est fonctionnel. Je veux dire, là, je m'entraîne pour le Vendée Globe en famille. Quand je ferai le Vendée Globe, j'ai peut-être envie de le faire, d'essayer de construire ça. Ce sera facile. Parce que je serai tout seul et il n'y aura personne pour m'embêter. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que on a tout mélangé et l'enfant a sa place et l'enfant, on voit qu'il est épanoui. En tout cas, on n'a pas honte de notre enfant quand il est dans une situation normale, quand il est gardé par des personnes qui ne font pas le tour du monde. Elle est épanouie, elle est ouverte sur des aires de jeu. Je veux dire, il n'y a aucun signe pour l'instant qui nous montre qu'on s'est un peu foiré. Disons que ça, ce n'est pas que notre jugement, parce qu'on la met régulièrement dans des structures qu'on trouve, par exemple, aux Canaries. Elle a passé 1 mois dans une école privée style Waldorf, parce qu'on veut garder avec ce des lien social enfants aussi. On veut pas espagnols et anglais.
voilà, il y avait soit ils parlaient espagnol entre eux, soit anglais, donc il y avait aucun souci. Elle adorait, tout le monde l'adorait. Elle arrive à communiquer. Je ne sais même pas comment ils arrivent à. Si, il y avait des soucis normaux où ils nous Oui, disaient, enfin, oui, normal mais je veux dire, quoi. elle avait envie d'y aller. Mm. Elle passait de bons moments. Elle revenait encore plus heureuse. Elle apprenait des choses. Enfin, pour moi, c'est ça. Ouais. Bien sûr, elle fait des crises comme tous les enfants. Des fois, des fois, elle dort pas. Des fois, mais bon, ça c'est normal. Là, par exemple, on est à La Réunion. Au départ, vu que normalement, elle devrait être scolarisée à partir depuis ce septembre, ce mois de septembre, on a fait le choix finalement. On voulait l'inscrire ici à la même école maternelle où Marvin allait. Finalement, on a. Déjà, ils nous ont pas rappelé, donc l'école obligatoire, ils sont pas pressés. Quand on veut inscrire notre enfant. J'ai fait les démarches à la mairie. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de rappel, mais et puis, on a pris la décision de. En fait, il y a eu deux choses. Toi, quand tu as eu l'info qu'ils étaient 30 par classe à voire un enseignant plus une auxiliaire, là, on s'est dit 30, c'est costaud. Et puis, le Covid aussi, comme tu es enceinte, on n'a pas pu se faire. Un peu de surfréquenter. Voilà, enfin, c'était un peu compliqué. Et on a trouvé. On a trouvé une assistante maternelle qui, finalement, l'apprend. Ils sont 3-4, ça dépend, 2, 3, 4 petits groupes. Elle y va que le lundi, donc elle est aujourd'hui, lundi, vendredi. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est du coup, là, elle est souvent avec des plus petits, mais par exemple, en Espagne, elle était avec des beaucoup plus grands, donc c'était une classe de 12 élève pour 2 enseignantes de 3 à 6 ans. Et elle a 3 ans. Donc, des fois, elle va avec les plus grands. Là, elle est avec des plus petits. Je me dis, c'est aussi vachement important par rapport au bébé qui va arriver. Elle apprend des choses aussi et comment être plus douce, comment être calme, tranquille. Parce que elle, si on la laisse, elle est contente d'aller avec les plus grands et de faire des trucs. C'est ses parents. C'est ça, c'est ça. Donc, on garde le lien social. Et la scolarisation, on a décidé de faire école à la maison officiellement à travers un organisme en France. Donc, on fait. Je vais le dire parce qu'on n'a pas d'action chez eux, mais ça peut aider. Il y a soit le CNED, soit le cours Sainte-Anne. Nous, on a choisi le cours Sainte-Anne. Donc là, on va fonctionner avec le cours Sainte-Anne en cours à distance. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Et l'idée, c'est ça, c'est d'être les bons élèves un peu partout. Voilà. Voilà. Bon, et alors maintenant, pour conclure, c'est quoi les projets? Donc, le bateau est aux Canaries, le petit bébé arrive dans 10 jours, ou au plus dans 10 jours. C'est ça. Le projet, c'est que là, on fait l'arrivée du bébé, et le 7-8 janvier, là, début janvier, je retourne au bateau. Disons qu'au départ, quand même, la Transat, on devait la faire ensemble. Oui, c'était le projet. Voilà. Donc, vu tout change. Voilà, on s'est adapté. Un bébé de 1 mois. Oui, nous, voilà, on ne se sent pas. On se sent pas. Il y en a qui le font enceinte. Je peux l'accepter, mais voilà, pour nous, 2 enfants et 3 ans et demi, l'autre 1 mois, c'était vraiment trop de stress, trop d'organisation, trop de. Oui, puis donc on a décidé de. Il y en aura d'autres. C'est aussi ça, c'est que. D'autres enfants ou d'autres traversées? D'autres traversées, non, pas d'autres enfants. D'autres traversées. Voilà, la traversée, moi, je voulais la faire en famille. Bon, là, j'ai fait mon deuil. Donc, je retourne la faire en janvier avec des amis. Là, on sera 3 à la faire. On va convoyer le bateau. On va essayer de battre le record de la Jacques Vabre. Là. On va regarder un petit peu. On va convoyer le bateau, voilà, 3 mecs, un peu une ambiance un peu de pirate, un peu, voilà, qui n'aurait pas été la même avec Fanny et Dany. J'ai fait mon deuil là-dessus, mais je veux quand même faire des traversées en famille, être coupé du monde, vivre ça. Mais on n'exclut absolument pas de faire une transat retour un jour, de revenir peut-être avec un nouveau bateau, de refaire une transat, ou jamais de faire de transat, mais peut-être remonter aux États-Unis, ou peut-être ce sera directement la Transpacifique, on ne sait pas. Alors, pour l'instant, le premier point, ce qu'on sait, c'est sûr, c'est transat en janvier, à partir de mi-janvier normalement. C'est ça, transat en janvier. On arrive aux Antilles, on ne sait pas encore où, en fonction des émeutes, du Covid, de tout ça. On va choisir un peu au dernier moment le pays.
Et dès que je sais à peu près quand j'arrive, avec le téléphone satellite, je dis à Dani, bon, tu me rejoins là, tel jour. Elle monte dans un avion avec les 2 enfants et puis elle me rejoint. Et puis on apprend tout doucement à découvrir les Antilles. Alors, pas les petites Antilles, vraiment, cette partie du monde, ce gros carré là, Amérique du Nord, Amérique du Sud, gauche, droite. On s'est dit, on aimerait bien y rester minimum 2 ans pour Oui, vraiment avoir lentement le temps de parce que là, on sait visiter. d'avance qu'il y a des endroits qu'on nous dit que ça va être génial et qu'on ne va pas aimer. Il y a des endroits surprises qu'on nous a à peine parlé, qu'on va adorer. Ce qui s'est passé en Europe, d'ailleurs, Ouais, très voilà. souvent. Donc là, de ce qu'on a appris, voilà ce qu'on va faire. Et on sait que s'il y a un endroit où on est bien, on va vraiment y rester longtemps, vraiment l'explorer, vraiment le ressentir. Vivre Ouais, avec la vraiment culture. Nous, c'est quand les locaux ils commencent à nous appeler par notre prénom et à nous dire bonjour de loin. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, prendre le temps et puis aussi d'élever les enfants parce qu'on ne veut pas non plus se surcharger. Voilà, on veut prendre le temps. Et aussi, C'est ça, tout en évitant de rentrer dans une spirale d'avant. en fait, nous, on s'est rendu compte que finalement, les Antilles, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Et du coup, on a envie, avec notre chaîne YouTube, là, de montrer un exemple, parce qu'il y en a 30 millions de personnes qui font des chaînes YouTube aux Antilles, mais on va essayer de montrer, nous, ce qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous. On va essayer de le montrer de la meilleure manière possible, ce qu'on va découvrir là-bas et les coins qu'on va découvrir. Et avec notre sensibilité, notre manière de l'amener. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le projet pour les Antilles. Puis après, on verra. Super. Bon, ben, on continuera donc à vous suivre, à suivre vos aventures. Encore bravo, en tout cas, Dani, pour la qualité de tes vidéos. Ça, faut dire que tu as vachement progressé et c'est vraiment super. Merci beaucoup. Elles sont très agréables à regarder. Voilà. Et puis, Marvin, on attend que tu nous racontes une belle transat alors. Oui, voilà. Je pense que en plus, il y a un des 3 amis, c'est un caméraman de profession. Donc, on va pouvoir, Daniela va être remplacée du coup. On va pouvoir essayer de faire ça bien. Ouais, de faire ça bien. Juste un truc, merci pour le compliment. Sans Marvin, il n'y a rien qui existe parce que c'est le technicien. Moi, si jamais je dois lire une notice, je suis morte. Donc, moi, j'ai des idées, je fais des trucs sympas, mais la progression et l'équipement et tout ça, ça vient totalement de Marvin. Donc, on se complète bien et même si c'est vrai que dans les vidéos, on ne le voit pas, mais il est présent et il me soutient. Déjà, il y a plusieurs choses. Je fais une parenthèse, mais il y a toujours un qui doit tenir la caméra. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Encore derrière ça, tous les réglages, tous les trucs, tous les trucs, je dirais, chiants. C'est Marv qui fait, il est content. Donc moi, je suis contente. Voilà. Bon, mais merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Daniela, pas de belles choses pour ce petit bébé qui arrive. Merci. Et puis, on se retrouve très vite alors. OK. Ciao.